La qualité des soins en question, un podcast de la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Un deuil. Déménager, même si c'est pour aller vers le mieux, représente souvent un petit deuil, une séparation. Que dire dès lors quand ce déménagement nous emmène en EMS ? Mais ces résidences peuvent aussi permettre de se débarrasser de certains soucis ou responsabilités, de reprendre vie en quelque sorte. Tout dépend de comment on s'y sent, de quelle humanité on y rencontre. Ces institutions évoluent avec leur temps pour accueillir au mieux, offrir non pas juste une dernière demeure, mais un lieu de vie. Carole Gay, infirmière de métier, nous ouvre les portes de l'EMS Le Marronnier dont elle est directrice depuis 25 ans. Elle nous ouvre les portes aussi de sa philosophie en matière d'accueil et de soins, un soin qu'elle décline volontiers au singulier. Singulier et pourtant pluriel dans la manière de le distiller aux résidents. Alors Carole Gay, quelle est votre vision, votre mantra si j'ose dire ? Ce qui est fondamental pour moi, c'est créer du lien avec les résidents, avec leurs proches, avec notre équipe de collaborateurs. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui pour moi est fondamental, le lien avec l'autre. Et c'est vrai que dans un EMS et dans la fonction que j'occupe, c'est quelque chose qui est essentiel et que j'apprécie beaucoup. Et puis accompagner des résidents, c'est aussi accompagner leurs proches, parce que c'est vrai que l'entrée en EMS pour un long séjour, c'est une étape qui est difficile dans la vie et qui est difficile pour le résident, mais qui est aussi difficile pour les proches. Comment faites-vous pour que les équipes adhèrent à cette stratégie ou à cette philosophie ? Dans l'équipe, il y a d'abord l'équipe des cadres. Donc l'équipe des cadres, on est une équipe stable et on partage ces mêmes valeurs. Donc, pratiquement, comment est-ce qu'on met ça en œuvre? C'est, on va à la rencontre des gens. On n'est pas simplement assis dans notre bureau. On rencontre les résidents, on rencontre les familles avant l'entrée, lors de l'entrée. Donc, déjà, on est dans un modèle, je veux dire, on montre aux équipes qu'on est là. Et puis après, on a des attentes auprès des infirmières en particulier. C'est que lorsqu'il y a un événement, même s'il peut paraître mineur pour nous, on informe le proche. On est en contact, on lui téléphone, quand il vient en visite, on va prendre de ses nouvelles. C'est dans ce sens-là qu'on a des attentes et c'est comme ça qu'on crée le lien. C'est en allant vers les gens. La première compétence, c'est vraiment la compétence de relation à l'autre. Pour moi, donner des soins, donner du soin, c'est quelque chose de très, très global. Et ça prend en compte tant les soins directs au corps que les soins psychiques, que les soins, toute la problématique sociale. Et quand on est dans un EMS, on est vraiment dans cette globalité du soin. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette activité. Même si au départ, j'avais pas imaginé quand j'ai fait ma formation d'infirmière que je ferais cette activité-là. Mais j'ai vraiment été séduite par ce rôle, par cette possibilité du travail autonome de la soignante et de cette globalité de la prise en charge. Si je caricature un peu, vous me dites si je me trompe, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'à l'hôpital, on est pris en compte petit bout par petit bout, pathologie par pathologie, et que quand on est dans un EMS, d'abord on n'est plus un patient mais un résident, et on devient un, unique et complet? Alors, je pense qu'effectivement, à l'hôpital, on a un petit peu tendance à se focaliser sur l'organe qui dysfonctionne au moment où on est hospitalisé ou les organes. Alors que quand on entre en institution, finalement, la maladie, elle n'est pas la plus importante. Ce qui est important, c'est j'ai perdu une part de mon autonomie et j'ai besoin d'aide pour la retrouver ou pour satisfaire à l'ensemble de mes besoins. Et là, on est vraiment dans cette dynamique d'accompagnement autour de la satisfaction de l'ensemble des besoins du bénéficiaire. Et on est peu focalisé sur la pathologie, finalement. Bien sûr que les résidents développent des problèmes aigus par moment durant leur séjour et on va les soigner, incontestablement, mais on va d'abord s'inquiéter de leur bien-être global. Pour ce bien-être global, j'imagine que de nombreuses personnes entrent en jeu. Comment ça se passe, cette coordination entre les différents intervenants, externes, internes ? Alors, la coordination pour les résidents qui arrivent chez nous en long séjour, il y a déjà eu tout un travail qui a été fait avec le réseau dans le cadre de l'orientation de cette personne dans un établissement de long séjour. Donc là, il y a déjà eu toute une collaboration qui se fait par moi, mais aussi par l'infirmière-chef. Donc ça, c'est les liens concrets pour faire connaissance avec le résident et ses proches avant son admission.
identifier déjà les premiers besoins qu'il aura à l'arrivée chez nous. Et puis après, lorsqu'il arrive chez nous, eh bien, on a effectivement tout un panel d'intervenants. On a déjà dans notre institution plusieurs corps de métier qui vont s'occuper de ces résidents. Et puis après, on a le médecin qui vient et qui intervient régulièrement. On a des physiothérapeutes, on a des ergothérapeutes. Et la coordination, elle peut se faire par moi, mais elle peut aussi se faire par les soignants et par l'équipe sociale aussi, en fonction des besoins du résident. Quand il y a le résident, la famille, les différents corps de métier, on va dire, la famille, quelle place elle prend pour vous? D'abord, on doit évaluer quelle place elle a pour le bénéficiaire avant de vérifier pour nous. Et si c'est une famille très présente, importante pour le résident, elle a autant d'importance que le résident. Et du coup, il faut qu'on puisse accompagner autant l'un que l'autre, si je peux le dire sous cette forme-là. Avec peut-être des intentions différentes. Le résident peut espérer quelque chose ou voir sa vie dans un sens et puis la famille espérer autre chose. Comment vous gérez ça? C'était ce qui me traversait l'esprit, c'est que c'est pas toujours harmonieux. La relation entre le résident et ses proches, elle n'est pas toujours raccord. Je veux dire, tout le monde a effectivement pas toujours les mêmes intentions. On doit d'abord répondre aux besoins du résident. Qu'est-ce que veut le résident pour sa vie? Quel est son projet de vie? Et puis après, on doit tenir compte de comment la famille s'intègre dans ce projet de vie. Et puis, si la famille est en décalage avec ce projet de vie, on doit pouvoir l'accompagner à accepter le projet de vie de son proche, finalement. Et c'est ça notre travail. Accepter le projet de vie du proche et l'accompagner dans son propre processus de deuil, finalement. Quand il y a des choses qui se passent pas très bien ou pas comme prévu et que vous trouvez une solution, que faites-vous de cette solution pour que ça devienne une bonne pratique à l'avenir, pour que ce ne soit pas juste un coup réussi, mais une mise en perspective pour réussir mieux et plus vite les suivantes? Malgré le fait qu'on est beaucoup dans le lien, beaucoup dans la relation à l'autre, on a mis en place beaucoup de règles et de protocoles. Standardiser, ça peut être vulgaire, suivant comment on le dit, mais en fait, la standardisation, on la veut pour assurer la qualité du soin pour tout le monde, quel que soit le résident qu'on a. Donc, on est beaucoup dans ce type de démarche. Il faut pouvoir être spontané dans un cadre. Vous voyez, un des exemples, c'est on a une règle très claire, c'est qu'après un mois, on fait un bilan avec les résidents, ses proches, l'équipe, et ce bilan, j'y participe à 99%. Si j'y participe pas, c'est que j'ai un empêchement particulier. Et ça, on a mis en place, je pense, il y a 15 ans maintenant. Au début, ça paraissait fastidieux d'organiser un rendez-vous, etc. Aujourd'hui, ça fait partie de la règle et c'est incontournable. C'est un des moyens que j'ai mis moi en place dans ma fonction de directrice pour créer du lien et pour dire si vous avez un souci, si vous avez des choses qui vous paraissent bizarres ou des insatisfactions, ne vous gênez pas de prendre contact avec moi, mon téléphone, mon mail, ne vous gênez pas de prendre contact avec l'infirmière et questionnez-nous. Questionnez-nous pourquoi on fait ça. Et puis peut-être que il n'y aura pas de réponse et puis ce sera peut-être parce qu'on n'aura pas fait juste, mais peut-être qu'il y aura une réponse très claire. Donc vraiment, venez vers nous, questionnez-nous et ne vous gênez pas de nous demander s'il y a des choses bizarres. Il y a un mot que vous n'avez pas cité, mais qui semble en filigrane de tout votre discours, c'est la confiance. Comment créez-vous la confiance avec le résident, avec sa famille, et comment la récupérez-vous si d'aventure vous la perdez? Pour compléter ce que vous dites, je dirais comment créer le lien de confiance. On est de nouveau autour de ce terme du lien. Donc, au départ, déjà, le fait de rencontrer les gens avant l'hébergement pour faire une visite, rencontrer le résident, sa famille, après un mois d'hébergement pour vérifier est-ce que l'hébergement qu'on vous propose, les prestations fournies correspondent à vos attentes, qu'est-ce qui vous manque, etc. Donc ça, c'est déjà ce premier contact. Et au moment où il y a un souci, parce que inévitablement, il y a des moments où soit on n'a pas bien fait, soit il y a eu un problème lié à un paramètre extérieur, mais on doit pouvoir y répondre. À ce moment-là, on va de nouveau se rencontrer, on va en discuter. Quand vous me dites ça, je pense à une situation où on a un bénéficiaire du CAT qui est parti, alors qu'il a des troubles cognitifs, qu'il a de la difficulté à s'orienter, il est parti. Et puis, l'équipe ne le trouvant pas, enfin bref, on s'est mis à le rechercher. On a très rapidement déclaré sa disparition à la police, qu'il a retrouvé à l'autre bout de la ville de Lausanne. Donc, et puis, c'est des événements
très perturbant, très, très bouleversant, non seulement pour l'équipe, mais évidemment aussi pour son épouse qui amène ce monsieur passer sa journée chez nous et puis à qui on téléphone pour dire qu'il a disparu. Puis finalement, on le retrouve et tout se termine bien. Mais le lendemain, je téléphone à cette dame pour lui demander comment elle va, comment elle a passé la nuit, pour lui dire comment on est désolé, comment on est tous très touchés par cet événement. Et elle me dit, ah, je viens vous voir. Du coup, on prévoit une rencontre avec l'équipe, en l'occurrence la responsable de l'équipe qui avait été concernée par cet événement. Et finalement, on a créé un lien de confiance avec cette dame encore plus fort, alors qu'on a eu cet événement majeur et où ce monsieur a disparu. Donc, c'est vraiment, on explique clairement ce qui s'est passé. Il est parti, on n'a pas vu qu'il est parti. On pense qu'il est parti à tel moment, c'était un moment de transition, d'arrivée et d'accueil. On est vraiment désolé. Et finalement, cette dame, elle a dit, s'il doit aller dans un EMS en long séjour, il ira chez vous. Et il est chez nous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas avoir peur de dire qu'on a fait faux. C'est pas toujours facile. C'est des fois douloureux. Mais finalement, on y gagne toujours. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'un bon EMS pour vous? C'est un EMS qui met tout en œuvre pour être d'abord un lieu de vie dans lequel on donne des soins. Mais des soins, comme je le disais tout à l'heure, de manière très globale. C'est un EMS qui a la capacité d'offrir, je dirais, architecturalement de la chambre à un lit, parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les résidents vaudois ont le droit d'avoir une chambre à un lit quand ils sont dans leur dernier jour de vie, à deux s'ils sont avec leur conjoint qui veulent être avec, où la bienveillance, tant avec les résidents, les familles et les collaborateurs, est un mot-clé. Où ceux qui y travaillent, leur activité a du sens. Quand votre activité elle a du sens, vous pouvez donner que des bonnes choses. Après, il faut un certain nombre de compétences quand même, mais l'activité, elle doit avoir, que je pratique dans l'institution où je suis, elle doit avoir du sens et mes valeurs doivent pouvoir correspondre aux valeurs de l'institution. Et toutes ces belles choses sont compatibles avec un budget? Aujourd'hui, si je repars de ce que je disais tout à l'heure, les directives architecturales, elles disent que c'est de la chambre à un lit, donc ça, c'est compatible. Il y a encore du travail au niveau du canton, en termes de construction, de rénovation en particulier. Au niveau des dotations, je vous avouerai qu'aujourd'hui, on est après la pandémie. On a eu du travail, les équipes ont été en souffrance et le niveau de dépendance des résidents augmente. Donc, la dotation, elle doit aller avec. Et je pense qu'il y a bien des jours où certaines institutions, si vous avez beaucoup d'absentéisme, en fonction de votre situation budgétaire, ça peut être difficile de remplacer. Et c'est contraignant, toutes ces problématiques budgétaires. Après, tout ce qui est bâtiment, matériel, alimentation, tout ça, on arrive à faire de bonnes choses avec le budget qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment autour de la dotation du personnel soins et socioculturel où je pense qu'on gagnerait à avoir un petit peu plus. Peut-être cette pandémie, parlons-en. On est donc aujourd'hui en juin 2021. Est-ce que ça a mis en lumière votre bonne pratique, ce Covid? Parce que ça a poussé probablement les équipes dans leur retranchement, parce que les résidents n'ayant plus des familles qui les accompagnent, ça veut dire une approche complètement différente pour le personnel. La pratique de notre institution, nous avons été touchés lors des 2 vagues par des épidémies dans notre EMS. Comme on est un EMS récent avec une grande majorité de chambres à un lit, lorsqu'on a eu ces épidémies en interne, on a assez rapidement confiné et puis on a assez rapidement pu maîtriser, je dirais, la propagation du virus. Donc, architecturalement, on est conforté dans l'idée que les bâtiments qui sont conformes aux directives architecturales sont aussi conformes pour ce genre de situation. Après, nos bonnes pratiques de lien avec les familles, on les a effectivement maintenues puisqu'on a immédiatement mis en place un système avec des tablettes, avec Skype, pour que les résidents puissent être en contact régulier. Pour certains, c'était quotidien avec leurs proches ou pour que les proches puissent être en contact régulier avec nous. Donc ça, c'était une bonne pratique et ça, c'était vraiment ce que je voulais pouvoir maintenir. Et puis, le Skype, c'était aussi pour que les familles puissent voir leurs proches et éviter de s'imaginer des choses. Si vous avez que des téléphones et que vous ne voyez pas votre parent, vous allez peut-être vous imaginer qu'il est en train de changer, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui était important, c'était qu'on puisse maintenir ce lien et du coup la confiance. Chaque fois qu'on fait un test chez un résident, on téléphone à la famille pour dire on a testé votre proche, on attend le résultat, on ne manquera pas de vous informer.
On a tout le temps informé de ce qu'on faisait. Donc ça, pour moi, c'est vraiment cette bonne pratique-là qu'on doit développer et maintenir. Une dernière question très personnelle. Comment vous grandissez vous-même en tant que directrice et dans quelle mesure le Covid vous a peut-être fait grandir? Mais pas seulement, hein, au fil de vos 25 ans au Marronnier. Ce qui m'étonne quand je me dis que ça fait 25 ans que je suis là, c'est que quand je suis arrivée, j'avais pas 30 ans et je m'imaginais que j'allais faire quelque temps ici, etc., etc. Et je grandis dans le fait que construire, chercher l'amélioration en permanence et que malgré le fait que je suis toujours dans la même institution, j'ai jamais le sentiment que je m'y ennuie. Mon activité a du sens pour moi et je peux pas dire que je suis au bout de ce qu'il y a à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours s'améliorer. Et en fait, le monde des EMS, en 25 ans, il a fait un pas immense. Enfin, comme le monde en général, il a évolué. Et du coup, on évolue avec et on a tout le temps quelque chose à faire, si je peux le dire sous cette forme-là. Je ne suis pas du tout dans une dynamique de lassitude où je me pose la question « Oh, je pourrais bien aller faire autre chose ». Les gens changent, les résidents changent, les familles changent, les collaborateurs changent. Donc, mon activité, elle est toujours censée ici. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Il a été réalisé par Laurence Bollomet et le service de communication et de création audiovisuelle du CHUV. La musique est de Wastellander. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur notre plateforme.